La question qu'on s'est posée, voilà, attractivité, désenclavement, solidarité territoriale, pourquoi et comment mobiliser les géodatas? C'est une question qu'on a déjà un petit peu abordée par des chemins de traverse hier, quand on s'est posé la question, effectivement, d'une certaine notion d'équité territoriale en matière d'information géographique. Les territoires sont vastes, sont divers, ont des moyens humains divers et donc des moyens en termes de données géographiques qui sont eux aussi divers. Et alors, j'espère qu'on est passé au-delà de l'époque de la compétition féroce entre les territoires, mais ils ont quand même... Je vois Arnaud qui fait on aimerait bien, mais ça reste quand même, voilà, les territoires doivent se mettre en avant et puis les territoires doivent lutter contre le désenclavement, donc ils doivent lutter pour le développement économique. Donc voilà, comment et c'est quoi les enjeux autour de la mobilisation des géodatas sur ces questions-là? Alors pour aborder cette question, donc on va faire dans ce sens-là. Donc à ma gauche, donc Bertrand Billou de Kizio Digital. Bonjour. Voilà, qui est donc vice-président en charge de la communication, c'est ça? C'est ça, donc je m'occupe de tout ce qui est relation avec les parties prenantes, les clients, les partenaires, les réutilisateurs, les contributeurs. On fait de l'open source, du coup, ça fait beaucoup de monde avec qui on peut être en contact. D'accord, mais tu nous représenteras un tout petit peu les activités de Kizio. Patricia Mella, donc on est ravis d'accueillir, donc qui est directrice territoriale pour l'Isère chez Enedis. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors Arnaud Mercier, donc délégué au numérique et à la politique publique de la donnée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, mais également maire de Venelle, mais également président du conseil de surveillance du CRIJ-PACA. Tout à fait. Voilà, ça fait pas mal de casquettes. Bonjour à tous. Mais ça donne plein de points de vue. Et à ma droite, celui qu'on ne présente plus, donc Jean-Marie Saïté, président de la FIGEO, mais aussi maire de Galéria, le centre du monde en Corse. Oui, le centre du monde est en Corse. Le centre du monde est en Méditerranée. Voilà. On est au cœur de la Méditerranée, effectivement. Et voilà. Et donc, comme tu l'as dit, Valéria Formentien, donc députée de la 3e circonscription de la Loire, j'ai envie de dire, et j'espère que ça ne la vexera pas quand elle arrivera, vieille compagne de route des Geodatades, puisque depuis la première édition... On va dire fidèle. Fidèle, ah ouais, c'est ça, c'est mieux, fidèle. Va nous rejoindre dès qu'elle a réussi à sortir des embouteillages. Alors vous voyez, cette table ronde, elle est intéressante parce qu'on a, c'est quand même assez rarissime, on a 3 élus dans des territoires différents, autour d'une table ronde qui va parler de géodata. Donc ça, c'est toujours satisfaisant. Et justement, moi, ce que j'aimerais, mais très rapidement, pour comprendre justement ces questions de désenclavement, d'attractivité, etc., nous redire peut-être un tout petit peu, vous, les élus, comment vous mobilisez sur vos territoires. Donc là, je m'adresse à monsieur le maire, si je peux dire, et comment vous mobilisez sur vos territoires des géodatas, justement pour valoriser le territoire, pour faire en sorte, j'aime pas forcément le terme de développement, mais voilà, pour faire en sorte que les gens qui y vivent s'y sentent bien aussi. Oui, donc là, je vais prendre sur ma casquette donc pour le moment de maire. C'est beaucoup, la géodata permet surtout de la concertation avec la population, hein, sur le partage de l'information. Et donc oui, il y a une nécessité aujourd'hui de développer ces axes-là avec nos populations qui sont dans l'attente, hein, de ces sujets. Et donc voilà, on met des moyens humains forcément, hein, dans les communes. Mais là, je vais reprendre mon autre casquette d'élu à la métropole, où, encore une fois, une commune de 8500 habitants, c'est quand même difficile encore de mettre des moyens sur la géodata. Si on est très volontaire comme Venelle, on y arrive, mais après, pour que
les choses se développent un peu plus, on a forcément besoin de partenaires. Chez nous, la métropole en fait partie, hein, et le CRIJ, bien évidemment, également. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que je... Oui, non, c'était juste une petite introduction pour qu'on D'accord. comprenne, puisque comme tout le monde ne connaît pas le centre du monde, donc 8500, Galéria, vas-y. Alors Galeria, 350, 500 dans la vallée. Quantité faible, mais de la qualité, je vous garantis. C'est du lourd. Voilà, donc après, oui, effectivement, nous aussi, on a du mal à faire tout seul, même si c'est notre dada, et même si on essaie de le faire, et même si on a commencé à le faire de la commune. Et puis après, on change d'échelle, donc on trouve le moyen. Nous, la bonne échelle, ça a été le PETR, qui est un espèce de nouveau truc, qui est un pôle pour les territoires ruraux, donc qui regroupe 36 communes. Et au sein du PETR, on a monté effectivement un service SIG. Donc une cellule SIG au service, donc dans la mutualisation. Alors maintenant, je me tourne vers Patricia et Bertrand. Patricia d'abord. Du coup, vous, en tant qu'Enedis, finalement, vous vous retrouvez producteur de données géographiques au sein d'un territoire, donc là qui est l'Isère. Et comment est-ce que ces données géographiques que vous produisez pour vos propres problématiques sont finalement mobilisées au service des notions de désenclavement, par exemple, des territoires, parce que l'Isère, c'est, comme on l'a bien compris par les présentations hier, c'est un territoire très contrasté, avec de la haute densité et de la faible densité humaine, par exemple. Donc comment vous prenez en compte, entre guillemets, comment dans votre production vous intégrez cette hétérogénéité aussi spatiale au sein d'un département? Oui, alors moi je vais aussi un petit peu changer d'échelle en parlant d'Enedis, juste pour resituer ce qu'est Enedis. Nous sommes le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur environ 95% du territoire français. Donc pour vous donner quelques chiffres, on a 37 millions de clients, 1,4 million de kilomètres de lignes électriques, ça fait 35 fois le tour de la Terre. Et chaque année, on investit 4 milliards, c'est-à-dire on construit un tour de terre et on rénove un tour de terre. Donc effectivement, les enjeux sont très, très forts pour nous. On a effectivement aujourd'hui, on est un opérateur de données, puisque je rappelle que notre mission de service public, c'est à la fois d'alimenter nos clients 24 heures sur 24, mais c'est aussi d'en assurer le comptage. Et nous avons aujourd'hui le premier parc d'objets connectés, puisque nous avons déployé 33 millions de compteurs communicants, et nous récupérons donc toutes les données à la fois de consommation et de production de l'ensemble de nos clients. En ce qui concerne donc l'attractivité et les solidarités territoriales, alors là aussi de manière un peu plus générale que sur le territoire de l'Isère, mais ça s'applique particulièrement sur ce territoire puisque le réseau public de distribution est à peu près partout. Donc les données, bien sûr, on les collecte partout, que ce soit en zone de plaine ou en zone de montagne. Puis surtout, je voudrais repréciser une spécificité du système électrique français qui œuvre beaucoup au désenclavement, c'est la péréquation tarifaire. Puisqu'aujourd'hui, deux consommateurs qui ont le même profil de consommation paient le même tarif de distribution, qu'il soit en plaine, en montagne ou en pleine ville, alors que les coûts sous-jacents sont bien évidemment extrêmement différents. Et ça participe au désenclavement et aux solidarités territoriales. Voilà un petit Pardon, peu. excusez-moi. Merci. Valéria a réussi à se sortir de ces embouteillages, des bouchons. Donc, nous étions dans la présentation des invités. Donc, Patricia nous rappelait c'est cette constante qui est celle de la péréquation tarifaire et qui permet à chacun de payer son électricité au même prix, quel que soit le coût pour la lui apporter. Oui, et puis sur les data, j'y reviendrai tout à l'heure. Effectivement, depuis 2018, nous avons un open data où nous mettons à disposition, en accès libre, une grande partie des données que nous collectons sur le réseau de distribution. D'accord. Alors, pareil, Kisio Digital,
Le métier qui est derrière Kizio, c'est, j'ai envie de dire, le transport, c'est la mobilité. Donc, Tout à fait. et du coup, aujourd'hui, vous êtes devenu un producteur, un opérateur de données. Oui, alors on consomme de la donnée qui n'est pas produite par nous, qui est produite soit par les opérateurs, soit on consomme aussi beaucoup de géodata, les adresses, les points d'intérêt, des bases de données en open data, des bases de données privées que nous fournissent aussi nos clients. Nos clients, c'est les collectivités, donc les autorités organisatrices de mobilité. Ça peut être des métropoles, comme Aix-Marseille, Provence, par exemple. Ça peut être, on ne travaille pas pour eux, mais on travaille pour d'autres métropoles. Ça peut être aussi des régions. Et ça peut être aussi des très petites villes. Ça peut être de l'interurbain, ça peut être du périurbain, ça peut être du transfrontalier. On a un projet super intéressant entre la Nouvelle-Aquitaine, qui sera la région à l'honneur l'année prochaine au Geodata Days, et 2 régions espagnoles dans le cadre d'un projet européen. C'est une eurorégion, Aquitaine, Euskadi et Navarre. Et donc là, on a différentes langues, on a 3 langues, on a des systèmes de transport différents. Il y a 3 systèmes ferroviaires différents entre ces territoires. Et il faut organiser au mieux pour éviter qu'il y ait de la congestion et qu'il y ait trop de gens dans les voitures, pour qu'il y ait des reports, ce qu'on appelle les reports modaux. Donc du coup, on est amené à manipuler tout un tas de données. Et puis dans les données qui sont importantes aussi, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les points d'intérêt. Qu'est-ce qu'on veut valoriser sur le territoire ? Est-ce qu'on veut valoriser, si on veut développer le covoiturage, il faut valoriser les aires de covoiturage, les voies dédiées au covoiturage s'il y en a sur certaines autoroutes ou routes. Donc voilà, tout ça, c'est des choses importantes qu'on va rendre plus visibles. Voilà, alors quand tu dis valoriser, les rendre plus visibles, comment on fait concrètement ? Parce que c'est on augmente la taille du poids, enfin, je veux dire, voilà, comment rendre des choses plus visibles dans des bases de données ? C'est comment on fait ? Déjà, en fait, on a développé on a un géocodeur en fait dans Navicia. C'est une des briques de Navicia. Navicia, c'est un logiciel open source où il y a plein de briques et on peut utiliser certaines briques et contribuer à certaines briques. Cette brique géocodeur, elle est très importante dans Navicia. On est concurrent de Google Maps et d'autres qui font ça très bien. Mais la particularité de cette brique, qui est utilisée par exemple par Quant, dans le projet Quant Maps, pourquoi ils utilisent cette brique qui s'appelle Mimir, un nom un peu à coucher dehors, et c'est parce qu'en fait elle utilise des bases de données OpenStreetMap pour le filaire de voirie et la base d'adresse nationale ouverte aujourd'hui, peut-être demain la future BAN de l'IGN. Et donc du coup, ça permet d'être plus dans la souveraineté numérique, de pouvoir contribuer aussi s'il manque des données, et de pouvoir contribuer à ce géocodeur. Quant a fait des contributions dans le cadre de son projet Cosmogonie pour qu'on puisse utiliser cette brique dans d'autres pays. Parce que nous, on l'avait fait pour la France. Mais du coup, donc, cette brique-là, elle est super importante parce que quand vous tapez une adresse, comme dans Google, vous tapez restaurant, et le but du jeu, c'est que ça remonte le plus vite possible et que vous cliquiez, que vous n'ayez pas à toute la taper. Si vous faites une erreur, que ça comprenne qu'est-ce que vous cherchez exactement, en fonction de là où vous vous trouvez, de tout un tas de règles algorithmiques. Donc ça, c'est un point super important pour se déplacer, quoi. Et ces données-là, elles viennent indexer le monde réel sur des écrans, sur des objets connectés aussi. Donc ça a vraiment son importance. Comment on fait concrètement ? Il faut trouver les bases de données. Là, par exemple, récemment, alors avec la crise Covid, on a proposé à nos clients, c'est l'initiative d'une personne chez nous qui a vu qu'il y avait une base de données en open data sur Etalab, des centres de vaccination et des centres de dépistage Covid. Et il s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne leur proposerait pas à nos clients, régions, métropoles, de montrer un peu plus ces données, parce que finalement, les gens vont avoir besoin d'y aller. Et s'ils peuvent y aller en transport en commun, c'est peut-être pas la peine de prendre leur voiture. Donc du coup, on a fait la proposition, les clients étaient plutôt contents et ils ont tous accepté qu'on mette ces données dans leur grande base de données de points d'intérêt. Et à partir de là, ça remonte plus facilement dans le géocodeur et c'est beaucoup plus facile d'accéder à ces points d'intérêt. Donc ça, c'est important. La grande difficulté... Donc en fait, le géocodeur, il embarque en fait un certain nombre de points d'intérêt. Et donc il y a forcément quelque part... dans la sélection qui va être faite par derrière des points d'intérêt, il y a finalement donné une certaine vision du territoire, de ce qui est intéressant dans le territoire. Parce qu'il y a plein de catégories de points d'intérêt.
mais on peut faire remonter ou les restaurants ou les centres de vaccination en premier, quoi. Tout à fait. C'est ça. Donc Ça il y a dépend de des choix. ces centres Il y d'intérêt. a des vrais choix au niveau des collectivités qui intègrent des fenêtres de localisation, des entreprises, etc. Il y a des vrais choix sur qu'est-ce que je fais remonter dans toute la liste des points d'intérêt qui peuvent avoir de l'importance à ce niveau-là. On en parlait hier avec Christian Kest d'OpenStreetMap par rapport aux événements des attentats du 13 novembre. Et les gens qui appelaient les urgences, par exemple, ils étaient devant la Belle Équipe, qui est un angle de rue compliqué de décrire quand on est un peu sous le choc. Et en fait, il y a une personne qui disait je suis devant un bâtiment qui s'appelle la Cité de la Femme. Sauf que les urgentistes qui étaient au téléphone, ils ne savaient pas ce que c'était que la Cité de la Femme. Ils ne connaissaient pas ce point d'intérêt qu'on connaît quand on est dans le quartier. Mais, donc ça a vraiment une importance à plein de niveaux pour vraiment se repérer. Et comment est-ce qu'on les dénomme, ces points d'intérêt ? Est-ce qu'on écrit gare Saint-Lazare, Saint-Lazare gare Donc il y a plein de façons de les décrire. Et ça a besoin d'être un peu normalisé pour que ça soit transfrontalier entre tous les territoires, en fait. Normaliser tout en restant riche. Voilà. C'est-à-dire que la normalisation ne soit pas un appauvrissement non plus des données. La difficulté, c'est la mise à jour. Oui. Là, par exemple, on a reçu un mail hier de Rennes qui nous disait il y a des nouveaux centres de vaccination qu'il faudrait faire ressortir, qui n'étaient pas dans la première base de données. Donc tout ça, c'est vraiment un travail de mise à jour de base de données. Il y a des choses qui peuvent s'automatiser, tout se fait pas à la main, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister sur cette qualité, sur cette fraîcheur de données, parce que ce sont des données qui sont vivantes et qui évoluent très vite. Enfin, qui peuvent évoluer très vite. Merci. Alors, je me tourne vers Valéria et j'ai envie de dire, je vais faire appel à vos deux casquettes, si je peux dire, parce que vous êtes député de la 3e circonscription de la Loire, donc là encore un territoire varié, mais qui n'est pas un territoire hyper-urbain, donc avec des problèmes aussi de désenclavement, de mobilité, de solidarité territoriale, etc. Et puis, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Bertrand, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a puisque vous avez travaillé sur ces notions de souveraineté en matière de données, est-ce qu'il y a pour vous, j'ai envie de dire en tant que député et en tant que aussi rapporteuse et autrice de ce rapport, est-ce qu'il y a des données géographiques qui sont essentielles pour justement pour pouvoir vraiment travailler sur ces notions de désenclavement, d'attractivité territoriale, etc. On a vu l'importance, donc juste avant que vous arriviez, aussi des données mises en open data, par exemple par Enedis. Donc on a vu l'importance des données info voyageurs, données mobilité, etc. Est-ce qu'il y a pour vous d'autres jeux de données à mettre dans si je peux dire, dans le panier de base? Merci beaucoup. Alors, un grand merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque année, sauf quelques exceptions. Merci le Covid. Bonjour à toutes et à tous et désolé pour le retard, effectivement. La liaison Saint-Étienne-Grenoble n'est pas évidente en termes de mobilité et de facilité de mobilité, de fluidité de mobilité. Il faut, je pense, diviser plusieurs choses, enfin séparer plusieurs choses et redéfinir un petit peu ce dont on parle. Aujourd'hui, on digitalise énormément et les données et l'ouverture des données, et ça, je me suis battue pour que la loi pour une république numérique soit bien appliquée et mes collègues aussi. Il y a eu plusieurs rapports sur le sujet. Donc, l'open data est extrêmement important parce que ça permet la facilité, ça permet la proximité aussi de l'usager, c'est-à-dire que plus on a des données riches, plus on peut répondre aux besoins réels des usagers et pas dire on trace une route là et puis ceux qui veulent s'en servent et ceux qui veulent pas s'en servent pas. Mais en l'occurrence, c'est de se rapprocher du micro au vraiment le dernier kilomètre, vraiment faciliter la tâche. Et donc ça, l'open data et la machine, grâce à l'intelligence artificielle, permet de le faire vraiment intelligemment. Et donc ça évite de tracer les routes là où on n'en a pas vraiment besoin, on n'en a pas vraiment l'usage. Et donc c'est vraiment le citoyen qui va être et ça
la facilité pour lui d'usage qui va être mise en perspective et pas les intérêts, on va dire, de la commune ou politique. Ou, voilà, la politique de la ville va s'adapter vraiment aux personnes. Maintenant, savoir où se trouve un restaurant ou un McDo ou autre, c'est pas forcément besoin d'être souverain, en l'occurrence. Il est toujours intéressant de pouvoir développer des choses sur notre territoire et avoir la connaissance, et notamment pour les urgentistes, pour les pompiers, savoir où se trouvent les écoles maternelles ou les musées, les endroits potentiellement vulnérables lors d'une catastrophe naturelle, ou les endroits où il y a beaucoup de personnes en même temps au moment des attaques terroristes ou des choses comme ça. Donc c'est extrêmement important, mais c'est pas forcément besoin d'être souverain. Là, une collaboration publique-privée, même avec les acteurs extra-européens, est concevable. Et puis, il y a des choses qui doivent être souveraines. Il y a des données qui doivent être souveraines pour des raisons stratégiques et pour les raisons de sécurité nationale. Et donc, à partir de là, la souveraineté, comme je l'avais défini dans le rapport, c'est la maîtrise de la qualité de production de bout en bout avec le back-off, de savoir comment c'est produit et la garantie de mise à jour régulière. Quand on prend une décision préfectorale, par exemple, qui est une décision opposable au tiers, on ne peut pas se permettre de le faire sur des données qui ont une fiabilité aléatoire. On se rend compte de plus en plus que certaines données finalement sont modifiables. Google Maps, par exemple, est modifiable parce que c'est collaboratif. Donc, un esprit malveillant pourrait orienter, Waze pourrait orienter tout un tas de véhicules à un endroit précis pour des raisons, pour le coup, malsaines, où il y a aussi, et ça on en avait parlé au Havre, vous vous souvenez, la logique, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des véhicules qui n'ont pas le gabarit de la route qui est tracée, soit en hauteur, soit en largeur, et qui se retrouvent embourbés et qui créent des difficultés, soit des dégâts matériels, parce qu'il faut les sortir de là, soit un coût de pouvoir les sortir, soit carrément des bouchons qui empêchent la circulation de tous et des secours notamment. Donc il faut faire attention à ne pas faire un repli sur soi de tout doit être souverain, mais il faut catégoriser les données qui sont importantes. Et à mon sens, déjà les données opposables au tiers, c'est-à-dire qui peuvent être révoquées en justice, à mon sens, doivent avoir une base souveraine. Et puis les données qui sont stratégiques pour la sécurité nationale ou la sécurité individuelle doivent aussi avoir un certain niveau de contrôle. Pas forcément le 100% contrôle, ça peut être à 80% contrôle, mais en l'occurrence, il faut qu'on établisse une grille d'importance, de valeur et de sécurité individuelle et collective. Et en fonction de ça, on détermine quels sont les jeux de données qui doivent être plus ou moins protégés. Par contre, open data, open data, open data. Et là, pour le coup, il faut vraiment ouvrir massivement les données parce qu'elles permettent l'innovation. Elles permettent la création de richesses, de valeurs. Elles permettent les désenclavements aussi des territoires. On sait qu'il y a des pôles d'innovation. On sait qu'il y a des grandes communes où il y a des écosystèmes et que naturellement, les innovateurs essaient de se regrouper dans ces écosystèmes parce que ça facilite les choses, parce qu'il y a un élan, il y a une dynamique. Les territoires qui sont dépourvus de grandes communes, de ces grands centres, de ces grands pôles, peuvent potentiellement souffrir. Sauf qu'aujourd'hui, avec le digital, avec la donnée, le traitement de ces données, avec l'intelligence artificielle, on peut le faire n'importe où et de n'importe où. Il n'y a plus besoin, c'est pas l'installation d'une usine physique avec les moyens humains nécessaires. Donc, du coup, plus il y a de données ouvertes,
plus ceux qui innovent, ceux qui créent vraiment de l'innovation vont pouvoir le faire largement sur l'ensemble du territoire et donc permettre aux territoires enclavés, aux territoires avec des circulations compliquées ou avec un niveau de chômage élevé ou avec la désindustrialisation que nous avons connue dans les fins des années 90, début des années 2000, créer quelque chose de nouveau qui permettrait de redonner une nouvelle dynamique au territoire. Et c'est pour ça qu'il était extrêmement important de le valoriser. Et ça a été fait au départ dans la loi pour une république numérique qui date de début 2017, fin 2016 ou début 2017, juste avant notre élection. Mais derrière, la mise en œuvre a été complexe, que ce soit l'ouverture des données des communes. Les municipalités ont mis beaucoup de temps à se lancer et c'est encore difficile. Oui, on est encore, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Fini. Les entreprises avancent. Il y en a beaucoup qui avancent, mais ça a été timide au départ parce qu'il y avait la question de déjà comment sont organisées mes données, est-ce qu'elles sont bien organisées, qu'est-ce que je peux ouvrir, qu'est-ce que je peux pas ouvrir, comment je le fais, tout en restant en sécurité. Voilà, tout un tas de choses qui ont mis du temps à arriver en libre service. Et donc ces données sont extrêmement importantes, sans quoi on va prendre du retard sur l'aménagement du territoire. Et puis, je réitère, alors ça c'est mon dada personnel, sécurité, sécurité, sécurité. On ne digitalise pas une entreprise sans faire de cybersécurité by design. On ne digitalise pas une commune, une mairie sans faire de la sécurité by design. Si on ne fait pas de la cyber en même temps qu'on avance sur la digitalisation, c'est comme quand on construit une maison, on la met normalement hors d'eau, hors d'air avant de faire la peinture. Et aujourd'hui, sur la digitalisation, on fait la peinture d'abord et après on se dit mince, ça a coulé à l'intérieur. Oui, mais s'il n'y a pas le toit, s'il n'y a pas les fenêtres, s'il n'y a pas les portes, ça ne fonctionne pas. Donc, et ça, il faut vraiment se dire que c'est indispensable. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Quand on fait de la digitalisation, qu'on travaille sur les données de nos concitoyens, parce qu'il y a aussi ça, les flux de circulation, des choses comme ça, on le fait en sécurité. Vous avez entendu, hein? Bon, on avait un atelier hier déjà sur ces questions de sécurité numérique, donc on avait déjà bien entendu votre message et on commence on travaille dessus avec. On a eu des retours d'expérience qui étaient d'ailleurs tout à fait intéressants. Alors, je me retourne vers Arnaud. Voilà, on va y arriver. Bon, on n'est pas hyper Covid là sur les micros, mais c'est pas grave. Donc. Voilà. Donc je me retourne vers Arnaud justement. C'est très intéressant ce que vous commencez tous à dire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les petites communes, les petits territoires, il faut qu'ils soient embarqués dans un réseau de partenaires pour justement travailler sur ces questions de désenclavement, de mobilité, etc. Je crois qu'au niveau de la métropole, vous avez un projet dont je sais que j'ai déjà parlé, qui est le projet Diams. Peut-être en dire quelques mots, parce que je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Simplement, avant Diams, je voulais parler de Sigma, peut-être. Chacun a parlé de sa particularité de son territoire, en tout cas de sa mission et de son territoire. Et justement, dans le côté que les petites mairies ou les mairies s'y mettent tardivement. Aujourd'hui, c'est pour ça que dans la métropole avec Marseille-Provence, en tout cas, on a essayé de prendre les choses en main et justement de contractualiser avec les petites communes, parce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence, c'est quand même 1,8 million d'habitants, c'est 3100 km², c'est 4 fois le Grand Paris, c'est 2 fois le Grand Londres, 92 communes, donc un territoire très vaste avec et des bouchons. Aussi, et sur la qualité de l'air, là, je vous parlerai à la suite du projet Diam par rapport à ça. Donc, c'est des communes qui vont de 160 habitants à Marseille qui va à 880 000 habitants, avec 50% de forêt, 2300 agriculteurs. Voilà, donc une métropole un peu particulière de ce côté-là, avec vraiment de l'intégration des parcs nationaux dans son périmètre. Voilà, donc... Et donc on s'est dit comment faire justement que les petites mairies s'y mettent. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma commune de 8500 habitants qui est plutôt volontariste de ce côté-là, mais pas tous les maires aujourd'hui sont volontaristes.
Voilà, et donc on souhaite les accompagner malheureusement pour passer le cap. On le voit, la donnée, aujourd'hui je pense qu'on est vraiment au début. Comme tout à l'heure vous avez signalé, il y avait 3 élus autour de la table. Je pense qu'au premier Geodata Day, il n'y avait pas beaucoup d'élus, encore moins d'élus. Et j'espère qu'en tout cas, à chaque édition, je pense qu'il y aura de plus en plus d'élus participant au Geodata Day, parce que la donnée, il va falloir la partager, la traiter, et forcément, vous êtes les acteurs de tout ça, et donc forcément, les élus vont de plus en plus s'intéresser à ces questions. Donc la métropole a souhaité, au travers de son SIG, on a regroupé, c'était 6 EPCI qui ont été regroupés dans une métropole, chacun avec son SIG. Et donc la métropole, aujourd'hui, a modifié cette plateforme, a amélioré sa plateforme qui s'appelle aujourd'hui Sigma, et on a souhaité, justement, pour développer accompagner la transition numérique, il faut le dire aussi sur nos communes, commencer par un projet qui s'appelle le projet Sigma sur son SIG. Donc on contractualise avec les communes. Aujourd'hui, on est quasiment à 40 ou 50, je regarde les services, 50 communes sur les 92 qui sont en train de contractualiser avec nous sur l'accompagnement sur le SIG, avec 3 niveaux de service. Un niveau gratuit, qui est simplement la base où on peut consulter, un service plus personnalisé, où là il peut y avoir un accompagnement, où la commune peut commencer à mettre ses couches, et elle est structurée, elle peut commencer à mettre ses couches sur le SIG. Et sinon, aussi, et là c'est payant, il y a une participation de la commune au projet, et on peut aller plus loin avec une participation un peu plus élevée, on va dire sur les grosses communes, là sur du développement, pour vraiment accompagner toutes les strates de la commune, parce qu'il y a quand même des grandes communes dans la métropole. Il y a Aix-en-Provence, par exemple, Salon, plus de 150 000 habitants, qui ont leur propre service, mais ils peuvent avoir aussi besoin d'une ingénierie. C'est le côté mutualisation que nous allons rechercher dans ce cadre-là. Donc voilà, Madame la députée, les mairies s'y mettent, ont mis leur temps, les petites mairies aussi, donc en tout cas sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence, on essaye de faire avancer ces choses-là. On a un beau travail sur l'open data et à mener, donc on est en marche. Voilà. Sur le projet Diams, après, il faut l'alimenter, ces outils. Oui, pour aller au-delà, j'ai envie de dire, des fonctions classiques. Voilà, donc quelles sont, par rapport, moi, mon questionnement, c'est par rapport à ces notions de solidarité territoriale, de désenclavement, d'attractivité, etc. Quelles sont les nouvelles questions qu'on se pose aujourd'hui, parce que on entend parler beaucoup de ça dans la presse. La crise Covid a remis à l'honneur des territoires beaucoup moins denses, donc ça pose des problèmes. Même l'aménagement, l'attractivité d'une collectivité se pose différemment d'il y a 2 ans. On n'aurait pas posé les mêmes questions. Donc voilà, est-ce qu'on a des initiatives pour mobiliser de façon un peu différente, justement, ces données géographiques? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions où on trouve des réponses originales? Forcément, aujourd'hui, on essaye d'y apporter des réponses. Donc là, par exemple, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, on est là avec un partenaire régional, qui est Atmos Sud, sur un projet qui s'appelle Diams, sur la qualité de l'air. Voilà, sur la qualité de vie, sur la qualité de l'air, qui mobilise l'ensemble de la population. C'est un projet innovant de ce côté-là, où les communes peuvent contractualiser avec eux sur des capteurs plutôt habituels, installés au coin de la rue pour la mesure de l'air. Mais la particularité de ce projet, c'est le déploiement de 2000 capteurs qui vont un peu tourner pendant la période également, pendant un certain temps, on prête à l'usager qui le souhaite un petit appareil qui permet de mesurer la qualité de l'air autour de lui. Donc dans son quotidien, à son travail, lorsqu'il fait du sport, dans son domicile, voir la qualité de l'air dans son domicile. Pour les enfants, s'ils vont à l'école, généralement c'est plutôt réglementé là de ce côté-là, mais si l'enfant veut aller voir avec son petit capteur, il le peut aussi. Et donc ça va permettre d'alimenter donc la donnée sur le territoire pour pouvoir mesurer, pouvoir analyser au quotidien la qualité de l'air des usagers et avoir ce ressenti-là, cet échange-là. Aujourd'hui, je pense que la data également est à un tournant où la population est en demande aussi. Le particulier, on le voit sur les plateformes qu'on met à disposition. Je pense qu'il y a des ateliers aussi sur les plateformes hier. Les plateformes sont, je pense, de plus en plus utilisées et sollicitées par le particulier qui s'intéresse à la donnée. Tiens, on sait que c'est accessible maintenant, donc on sait de la chercher. Et donc, ça va nous permettre
aussi donc de pouvoir avoir une mesure plus précise sur la donnée sur notre territoire. D'accord. Et ça, c'est un projet qui est commencé. Il y a déjà. Qui est déployé, tout à fait. Qui sont les 2000, Alors, qui sont les 2000 personnes? Je ne vais pas vous donner le nom aujourd'hui. Non, mais un petit peu en termes de sociologie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez réussi à mobiliser? À peu près tout. Vraiment, ça, c'est tout. Sur l'ensemble du territoire, il y a eu, aujourd'hui, c'est en train de déployer. Les capteurs sont, sur les communes ont été positionnés. Et là, actuellement, la distribution des capteurs est en cours. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Et alors. Oui. Pardon. Et juste là encore une fois, et pour après sur l'analyse, excusez-moi, sur l'analyse et la visualisation des domaines, des données, la métropole s'est dotée donc d'un jumeau numérique. Je pense que voilà, c'est un sujet également ici. Un jumeau numérique donc qui est capable d'aborder autant l'urbain que le rural. Le dense que le pas dense? Ben, ça va se construire, oui. Au D'accord. fur et à mesure, on va affiner la définition, la précision en tout cas de ce jumeau numérique et de l'alimenter. Donc c'est pour ça qu'on souhaite déployer le SIG Sigma sur l'ensemble des communes pour avoir le maximum de données qui va permettre d'aider à la décision les élus que nous sommes et sur tous les projets, tant en interne de la métropole qu'également chacun des communes de notre territoire. D'accord. Alors, Patricia, au niveau d'Enedis, je sais qu'il y a des études, par exemple, sur des notions de précarité énergétique, qui sont des sujets qui font partie de ces questions qu'on essaye d'aborder aujourd'hui, de désenclavement, de solidarité territoriale, etc. Donc, toutes ces données qui sont accumulées par Enedis, ce qui devient producteur, ces données dont une partie sont mises en open data, est-ce que vous-même, vous faites des études sur le désenclavement? Est-ce que vous-même, ça vous permet de voir les territoires différemment, d'être au service justement de ces équilibres territoriaux? Oui, alors je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame la députée, puisque effectivement, une des difficultés pour nous, c'est de mettre à disposition des utilisateurs, des consommateurs et des producteurs l'ensemble des données que nous avons, et notamment un des points fondamentaux pour l'attractivité du territoire, c'est la capacité du réseau à, d'une part, accueillir de nouveaux consommateurs ou accueillir des producteurs. Donc, on s'est vraiment attaché à construire des outils qui sont à disposition à la fois des particuliers, mais aussi et surtout des collectivités locales pour permettre à un consommateur ou à un producteur de simuler son raccordement. Qu'est-ce que ça veut dire, simuler son raccordement? C'est en fait regarder comment son installation de consommation ou de production va être raccordée au réseau, et en fonction de la capacité du réseau à fournir l'électricité ou à absorber l'électricité, évidemment, les coûts de raccordement sont assez différents, et donc la faisabilité du projet est tout à fait différente. Donc on a aujourd'hui à disposition de l'ensemble des consommateurs et des producteurs un simulateur de raccordement qui permet justement d'évaluer les coûts d'un projet. Et puis à partir de 2022, et ça a été l'objet d'un atelier hier après-midi, nous allons mettre à disposition des collectivités un outil qui permettra de connaître la capacité du réseau de manière globale, cette fois, donc non pas sur un projet ciblé, mais de manière plus globale, de connaître la capacité du réseau à accueillir des consommateurs. Donc ça peut être pour des collectivités, par exemple, des bornes de recharge de véhicules électriques. Ça peut être pour des productions, donc des installations de production photovoltaïque. Et ça permet un petit peu de changer finalement la philosophie des projets, c'est-à-dire d'implanter des projets là où les coûts de raccordement seront les plus faibles, et donc finalement, je dirais, d'optimiser l'argent public, puisque si le réseau n'est pas capable d'absorber soit la consommation, soit la production, ça demande du renforcement et donc des investissements beaucoup plus importants. Et puis le troisième point, c'est qu'on essaie aussi si vous voulez, de s'interfacer avec les collectivités locales. On a un exemple, par exemple, de ce qu'on a fait avec Cœur de Savoie. Cœur de Savoie a développé un cadastre solaire
Et donc, chaque particulier sait si son toit est adapté ou pas pour mettre du photovoltaïque. On a développé une interface qui permet de dire à ce particulier, eh bien, si vous mettez du photovoltaïque, voilà ce que va être le coût de raccordement. Et donc, voilà le coût complet de votre projet. Et sa rentabilité éventuelle. Et sa rentabilité au bout de X années. Exactement. Alors ça peut être des particuliers, et puis on a une spécificité dans les Alpes, c'est qu'on travaille avec des centrales villageoises, c'est-à-dire des initiatives citoyennes qui développent des projets photovoltaïques sur des toits. Et eux, bien sûr, ça les intéresse particulièrement d'avoir cette notion de coût, puisqu'ils ont plusieurs opportunités d'emplacement de panneaux. Et ils vont bien sûr essayer de chercher les panneaux les plus rentables. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Bertrand, c'est un peu la même question, c'est-à-dire parmi toute cette masse de données sur les mobilités et dans ce rapport avec vos clients que peuvent être aussi les collectivités, mais même peut-être vous en interne, est-ce que vous abordez ces questions justement de désenclavement? Qu'est-ce que vous mobilisez pour aborder ces questions-là? Alors nous, on est très reliés au transport. Donc le désenclavement, il va passer selon les territoires par des modes qui peuvent être différents. On travaille beaucoup, on fait partie du groupe Keolis, SNCF, donc on travaille beaucoup avec les transports publics. Le train, on a la chance d'avoir un super réseau ferré, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même 80% des gens qui se déplacent en voiture. Donc il y a besoin aussi de mobiliser des données routières. Aujourd'hui, ces données routières, elles ne sont pas toujours très disponibles. Et il y a un gros travail d'ouverture de ces données. Les acteurs industriels qui sont derrière ces sujets-là ne sont pas toujours enclins à le faire, mais ils vont être contraints de le faire à un moment donné. Et donc, ça permet d'avoir une équation globale. Et sur les terrains, là où c'est le plus compliqué, c'est quand il n'y a pas beaucoup de modes de transport. Vous n'avez pas beaucoup d'alternatives, du coup, mis à part votre voiture, vous ne pouvez pas forcément faire 40 km en vélo pour aller à un rendez-vous médical. Donc il y a des systèmes qui se mettent en place, qui sont intéressants, on en parle beaucoup encore plus depuis le Covid, c'est les transports à la demande. Donc vous allez commander un minibus, c'est pas des gros transports forcément, et ça peut être aussi un taxi. Et donc on va venir vous chercher à 1 heure pour vous emmener à un point de chute. Donc du coup, nous on est aussi amené à intégrer ces modes-là et les données qui vont avec, parce que ce qui est intéressant, ce qui est passionnant dans ce qu'on fait, c'est que chaque mode a ses règles métiers, a sa façon de consommer la mobilité. Et même derrière la voiture, on a plein de façons de consommer la voiture. On a l'autosolisme, avec les rabattements vers le stationnement. Où est-ce que je peux garer ma voiture et pour terminer mes derniers kilomètres. On a l'autopartage, donc la voiture ne m'appartient pas, je vais la chercher à une borne et je vais la ramener à une autre borne. On a le covoiturage qui se développe beaucoup aussi, notamment sur des axes comme Grenoble-Lyon. Il y a une entreprise qui s'appelle Ecov qui a développé Lane, donc c'est des lignes de covoiturage comme des lignes de transport en commun. Mais c'est des gens qui covoiturent pour qu'il y ait un peu moins de bouchons sur certains axes. Et effectivement, il y a plein de villes comme Saint-Étienne-Lyon, Saint-Étienne-Grenoble, où on a encore beaucoup trop d'engorgements. Donc du coup, on est très relié à ces données. Et après, ce qui est intéressant, c'est toujours, moi je pense aussi sur les points d'intérêt. Qu'est-ce qu'on veut montrer et pour désenclaver le territoire moi, je pense beaucoup au tourisme parce que c'est quand même s'il y a eu la crise et qu'aujourd'hui c'est un secteur où c'est encore difficile, c'est un secteur qui résiste quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est beaucoup plus dans le local et la proximité. Aujourd'hui, cet été, les chiffres sur le tourisme, c'était pas si mal que ça finalement. On a eu beaucoup moins de touristes étrangers, mais on a eu beaucoup plus de touristes français. Et il y a des phénomènes qui se développent comme ce qu'on appelle le staycation, c'est-à-dire j'habite à Paris et puis je fais du tourisme en Île-de-France. Je vais visiter Versailles, je vais me balader en forêt, je vais faire des événements. Donc c'est aussi des données qu'il faut un peu en temps réel, parce qu'un événement, ça ne dure pas forcément toute l'année. Et donc il faut avoir l'information au bon moment, il faut la rendre visible au bon moment, puis après il faut l'enlever parce qu'elle n'est plus d'actualité. Donc ça, c'est une façon aussi de désenclaver. Et puis les commerces.
moi, souvent, effectivement, quand je suis sur mon téléphone, je lui dis, bah, tiens, où est-ce qu'autour de moi je peux trouver tel produit, ou où est-ce que je peux manger tel truc. Bah, je vais ouvrir une carte et je vais regarder autour de moi cette fameuse fonctionnalité qui est très importante. Et puis après, on peut, nous par exemple, dans Navicia, on a une fonctionnalité, c'est de l'information voyageur, c'est ce qu'on appelle l'isochrone. On est capable de vous dire, par rapport à l'offre de mobilité du territoire, qu'est-ce qui est accessible en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, selon le mode que vous allez choisir. Est-ce que vous êtes à pied? Est-ce que vous êtes en voiture? En transport en commun? Et donc ça, c'est important parce que du coup, ça vient aussi rendre visible des choses qui sont parfois pas très loin, mais qu'on ne connaît pas. Un territoire, c'est assez difficile de le connaître. Et souvent, on a l'habitude de dire que finalement, on ne connaît pas ce qui est le plus proche de nous. On est prêt à partir à l'autre bout du monde et on connaît bien les monuments de tel ou tel pays. Mais pas forcément les ressources qu'on a autour de soi. Ouais. Ouais. Et alors, Jean-Marie, ça doit te sembler loin tout ça, non, quand même, ce qu'on raconte. Vue de Galéria, vue de Galéria. Alors, d'abord, je ne sais pas si les notions de désenclavement ou d'attractivité t'intéressent en tant que maire de Galéria. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des analyses que tu aimerais faire sur ton territoire qui te semblent importantes, des études, des choses, et qui manquent, enfin, ou finalement, des données géographiques, j'en ai bien assez, ça me suffit. Non, alors, moi j'ai une vraie chance, c'est que j'administre un territoire stupide. Tout le monde parle de territoire intelligent, moi c'est un territoire stupide, il n'y a pas beaucoup de données, en tout cas ces données-là. En revanche, ce même territoire stupide, ça s'appelle la vallée de la science. C'est que ça fait 50 ans que c'est un territoire qui est hyper étudié, notamment d'un point de vue environnemental. Alors on a les grandes réserves de Corse, c'est-à-dire que sur le territoire de la commune, il y a à la fois la réserve de Scandale, et puis il y a la réserve de Menon Biosphère de la vallée du Fang. Donc en gros, on a un substrat d'études scientifiques absolument énorme. Donc on a un territoire complètement intelligent, complètement étudié. Très étudié. Très étudié. Donc qui a généré beaucoup de données. Énormément de données, mais qui sont des données archivées. Parce qu'ils sont des données depuis 50 ans. Donc c'est des données qui ne sont pas forcément aujourd'hui directement accessibles à tout le monde. C'est des données qui demandent un peu d'effort. Et là, ça se complique. Et puis, c'est un territoire, alors, à contrario des territoires urbains où les gens ne connaissent pas forcément très bien ce qui se passe autour d'eux, c'est un territoire où les gens connaissent parfaitement ce qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire que dans du rural profond, et moi quand je dis du rural profond, pour vous donner une idée, le territoire que j'administre, il y a 4 fois moins d'habitants au mètre carré que dans le Sahel. Donc c'est un grand désert. Mais ce grand désert, il est extraordinaire parce que tout est nommé. Ça veut dire que toutes les pierres ont un nom, tous les lieux-dits ont un nom. Et quand on a commencé, moi quand j'ai commencé à dire bon, il faut absolument qu'on récolte de la donnée, qu'on l'organise et qu'on fasse un petit système d'information géographique. Il y avait la question d'échelle qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc la bonne échelle pour nous, c'était le pôle d'équilibre territorial rural, 36 communes. Ça permettait d'avoir une personne qui travaillait dessus. La question qui s'est posée tout de suite, c'était les thèmes. Et les thèmes qu'on aborde là, en fait, c'est des thèmes qui sont très difficiles à aborder avec des élus du rural profond qui tout d'un coup ne comprennent pas très bien l'intérêt de toutes ces choses-là. En fait, ils aiment bien des territoires comme les nôtres où on peut se perdre, on peut encore divaguer un peu, on peut faire des choses tranquillement. Voilà. Donc il faut des portes d'entrée. Les portes d'entrée qu'on a choisies, nous, la première porte d'entrée qu'on a choisie, c'était la toponymie. Voilà. Parce que la toponymie, c'est un truc qui est extrêmement fragile. Ça veut dire que dès que vous avez quelqu'un qui a plus de 80 ans qui décède sur ma commune, vous perdez une partie du nom des lieux. Parce que ça se transmettait par tradition orale, ça se transmettait sur des gens qui étaient bergers, qui étaient pêcheurs. Les choses ne sont pas nommées de la même façon quand on les regarde de la mer et quand on les regarde de la terre. Les mêmes points, les mêmes sommets n'ont pas le même nom. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'était ça. C'était de dire, allez, moi j'ai commencé par la toponymie, et du coup, ça m'a permis d'embarquer tout le monde. En disant, bah oui, la toponymie, c'était évident, et c'était évident pour tous les élus du rural qu'il fallait le faire vite, parce que chaque année, et à chaque décès, on perdait une partie du patrimoine. Et puis on a enchaîné sur les sources et fontaines.
parce que ça aussi, ça fonctionne bien. Et puis on a enchaîné sur les murs en pierre sèche. On est en train de le faire. D'ailleurs, l'opérateur est aujourd'hui au Geodata Days, la boîte qui travaille là-dessus. Et à partir de là, on commence effectivement à attaquer le reste. Et c'est maintenant qu'on attaque le reste. On attaque la mobilité. On commence à réfléchir sur des questions de mobilité par la mer. Encore, ça semble évident en Turquie, en Grèce, un peu partout en Méditerranée. La mobilité par la mer en Corse, pour l'instant, c'était pas un truc qui fonctionnait. C'était Corse-Continent, mais ça m'attachait pas en Corse-Corse. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Donc on travaille effectivement sur ces sujets-là. Mais pour pouvoir travailler sur ces sujets-là, quand on est sur du rural profond, ça suppose des portes d'entrée un peu différentes. Et puis, moi, je voudrais juste dire un mot pour mon héros d'hier, Alain de Suisse Topo, dont j'ai particulièrement apprécié l'intervention. Nous, le souci qu'on a, c'est un souci de risque naturel. Vous avez sûrement en tête l'histoire pour ceux qui font un peu de montagne, le drame du GR20 et du Cirque de la Solitude. Les morts du Cirque de la Solitude, c'est chez nous, chez moi. Voilà. Ces choses-là, on a le sentiment, nous, qu'on pourrait les éviter. Ça veut dire qu'on pourrait faire ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays européens, avoir des systèmes d'alerte relayés par des opérateurs téléphoniques qui savent parfaitement qu'il y a sur un territoire et qui pourraient, dans cette bulle, lancer un message d'alerte. Je ne sais pas pourquoi, et je vous le dis, voilà, vraiment, je ne triche pas, je ne sais pas pourquoi on n'y arrive pas. Moi, ça fait maintenant 6 ans, un peu plus que... On avait commencé à le réclamer, à réfléchir là-dessus avec Gaël, d'ailleurs, vers 2012-2013, et puis 2015, Cirque de la Solitude, et là on se dit, bon, c'est comme toujours en France, à chaque fois qu'il y a un drame, après les choses peuvent avancer, il faut attendre le drame. Et bien là, malgré le drame, j'arrive toujours pas à obtenir des opérateurs téléphoniques, et pourtant je suis comme notre ami suisse, je paye ma facture, et je leur fournis les données, j'arrive toujours pas à obtenir qu'ils m'envoient un SMS le jour où il y a un risque. Pour vous donner une idée concrète, tous les ans, c'est une vingtaine d'évacuations de la rivière. C'est environ entre 500 et 1000 personnes qu'on évacue. C'est des gens qui ne connaissent pas les lieux, parce que c'est des touristes qui sont en vacances. Pour les évacuer, je mobilise la Légion étrangère, vous imaginez. Pour eux, c'est efficace. Je garantis qu'on dit aux gens qu'il faut s'en aller, ils s'en vont. Ça, c'est bien. Moi, de ce côté-là, c'est pratique. Je mobilise les pompiers, je mobilise les éco-gardes. Ça, c'est beaucoup moins efficace. Ils sont adorables, les gens les écoutent, ils les trouvent super sympas, ils disent ouais, ok, vous inquiétez pas, on va s'en aller. On va partir tout à l'heure. Donc on fait repasser la Légion derrière. Là, ça marche beaucoup mieux. Mais c'est un boulot de fou. Voilà. Et c'est un boulot de fou sur lequel, je vois, ça fait des années qu'on se dit que si nos opérateurs téléphoniques nous filent un coup de main, ça serait vraiment bien. Voilà, donc je pense que j'ai monté une assoce avec Suisse Topo. Voilà. Et vous pourrez tous adhérer. Voilà, on va faire peut-être même au sein de la FIGEO, on va faire un truc spécial, opérateur téléphonique. Voilà. Sur le désenclavement, j'ai pas pensé d'en parler, mais il y a un truc qui me semble aussi important. C'est aussi, pas forcément pour aider les gens à se déplacer au quotidien comme on le fait nous, mais c'est aussi pouvoir donner certaines données justement à ceux qui aménagent le territoire. Et donc, faut penser aussi sur le moyen long terme, c'est-à-dire comment on va aménager le territoire pour éviter, pour améliorer le quotidien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et là, c'est là où on a des données qui peuvent être intéressantes. En fait, quand les gens recherchent des itinéraires, ils vont taper sur leur téléphone une origine, une destination, et ces données, elles décrivent déjà des déplacements. Et qui se confirme 1 heure ou 5 jours après, peu importe. Mais du coup, on arrive déjà à avoir une vision assez complète, et c'est aussi la force de Google, de pouvoir connaître le monde en avance parce qu'il sait ce que les gens cherchent. Il peut déceler une maladie chez vous en fonction de vos recherches sur Google, par exemple. C'est un peu flippant, mais et aussi les données d'usage. Et ça me semble important. Les données d'usage, alors les données temps réel, ce qu'on appelle les traces mobiles, qu'on est capable de récupérer. On peut acheter des traces GPS. Alors, il faut un peu d'argent parce qu'aujourd'hui on les paye, mais ça décrit justement ces déplacements sur un territoire, ses origines, destinations. Et c'est avec un temps, on sait quand c'est fait. Alors c'est anonymisé, on ne sait pas qui, bien entendu, mais ça vient décrire un territoire et on peut les capter de différentes façons. On peut récupérer du Wi-Fi dans les véhicules, par exemple, grâce aux téléphones qui vont border, et puis des modèles statistiques après. Et finalement, ça, c'est intéressant parce que ça vient aider les gens qui planifient, qui prévoient, qui
qui aménagent le territoire, plutôt les collectivités, les acteurs publics, mais pas que des collectivités, hein, ça peut être aussi des entreprises comme Enedis qui vont équiper les territoires sur certains domaines. Et donc là, c'est intéressant parce que nous, on sort de notre champ. On n'est plus juste sur l'offre et la demande de transport. C'est déjà bien de faire ça, hein, de comprendre comment les gens se déplacent pour modifier l'offre et avoir une meilleure offre de transport qui s'adapte à leurs besoins. Mais du coup, on est sur comment on se déplace tous pour faire quelque chose, pour voir ses amis, pour aller travailler. On peut être transverse à plein de secteurs d'activité. Finalement, ces données aujourd'hui, elles sont assez peu partagées. Alors, c'est pas qu'on veut pas les partager, hein, mais il faut les extraire, il faut les raffiner pour qu'elles soient plus faciles à utiliser après par d'autres gens qui sont pas les experts de la donnée de transport. Et puis, après, elles sont analysées par des data scientists et par des gens qui savent faire ça très bien. Alors, justement, c'est donc très bien que tu prononces le nom de data scientist, parce que je voulais revenir aussi sur l'inégale répartition des ressources de gens capables d'analyser ces données. Donc, on a bien compris que grâce à l'open data, hier, on abordait le cadre de l'intérêt général, donc avec même des acteurs privés qui commencent à être embarqués dans cette aventure. Voilà, il y avait de plus en plus de données qui étaient rendues accessibles au plus grand nombre, mais tous les territoires n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas le même nombre de géomaticiens, la même densité de géomaticiens, si je peux dire, de géomaticiennes, de data scientists. Donc, j'ai envie de dire, l'open data, c'est pas une réponse suffisante. Alors heureusement, nous avons les plateformes d'animation régionale qui sont des acteurs clés. On l'a vu, on a aussi les plateformes métropolitaines. Est-ce qu'il manque pas encore des trous dans la raquette, si je peux dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que Jean-Marie a parlé de toutes ces études scientifiques qui, quelque part, dorment un peu. Donc, comment être sûr de récupérer toute cette science, d'être capable de l'analyser et que ce soit effectivement au cœur des territoires qui en ont le plus besoin que ça se passe? Ah oui, pardon, oui. Alors, je vais peut-être brièvement revenir un petit peu sur ce qui a été dit préalablement et répondre à cette question par la suite. En effet, on a 2-3 sujets. On avait le sujet d'ouverture de la donnée, et c'est vrai que les entreprises se posaient la question de comment, qu'est-ce, où je vais, avec qui, voilà. Les mairies aussi, et je n'accusais pas les collectivités de ne pas faire. Je disais qu'elles étaient en grande difficulté pour trouver comment faire la démarche, parce qu'aussi il y avait la compétence, puis il y avait l'incompréhension sur à quoi bon réparer le trottoir, c'est beaucoup plus important qu'ouvrir ces données. Enfin, c'est logique pour un maire. Et surtout pour se faire réélire. Oui. Non, mais combien même, il y a une notion de pratico-pratique chez un maire. Et ça, je l'ai appris en étant élu et en collaborant avec eux régulièrement. Par contre, la crise de la Covid, ça a explosé la notion de la donnée auprès des collectivités. C'est-à-dire que n'importe quel maire, quelle que soit la taille de sa commune et le nombre de ses habitants et sa profession d'origine, a compris à quel point c'était important. Parce que quand il s'est retrouvé avec le confinement, les tests, les vaccins, sans savoir ni où les mettre, ni comment ça circule, et où l'ARS, l'Agence régionale de santé, a pris la main parce qu'ils avaient un tout petit peu de données, pas beaucoup, hein, tout petit peu, plus que le maire. Du coup, ils se sont trouvés dépourvus sur leur territoire, alors que c'est à eux qu'on demandait des comptes, c'est à eux qu'on demandait un coup de main, c'est à eux. Et ça, c'est quelque chose qui a rendu la donnée géographique extrêmêmement importante aux yeux de tous les élus. Et je pense que les petites collectivités avaient besoin un petit peu de ce coup de pouce. Jean-Marie disait une crise, une réaction. Autant les grandes métropoles, ça fait longtemps qu'elles traitent leurs données, ça fait longtemps qu'elles se sécurisent. Voilà, ça reste des grandes entreprises. Les collectivités de taille plus modeste avaient besoin de prioriser différemment. Et pour prioriser différemment, ils avaient besoin de cette crise-là pour mettre en évidence cette chose. Sur la communication d'urgence, pour moi, c'est de la sécurité, c'est l'État. Depuis 2017, on en parle, Jean-Marie, hein, et ça n'a pas changé grand-chose. Malheureusement, on a les JO 2024 qui arrivent.
On a la Coupe du monde du rugby qui arrive juste avant. On a les catastrophes naturelles qui se multiplient. Là, pour le coup, je tape sur le système, sur mon propre système, parce qu'on n'a pas réussi à aller de l'avant et faire le nécessaire pour pouvoir communiquer avec les populations. De surcroît, il y a des territoires où on a toujours le même problème. Les inondations au même endroit à peu près. Là, c'est à peu près facile, c'est à peu près simple. Mais on a aussi des territoires qui connaissent des moments d'incendie, des moments d'inondation, où on ne communique pas de la même manière. C'est comme dans une maison, hein. Le feu on descend, l'eau monte. Donc on n'a pas le même message à envoyer. On a les risques de terrorisme qui existent toujours, il ne faut pas les négliger, même si la police travaille très bien. Ça encore, s'y connaissent pas. Et Je ne sais pas de quoi vous parlez. mais en l'occurrence, on doit pouvoir guider la population et pas rassembler un tas de personnes au même endroit. Pour le coup, ce serait pas... C'est même pas bête, c'est débile. Ce serait dangereux même. Donc, et ainsi de suite. Et on a les territoires ultramarins, on a la Corse, on a des endroits qui sont fragiles du point de vue climatique, qui ont besoin d'être maîtrisés en termes de communication. Et puis l'évacuation, c'est pas la même. Hein. Sortir de la gare de Lyon, Paris-Gare de Lyon, ou sortir de la gare de Pardieu à Lyon, c'est pas la même chose que quitter la Corse ou la Martinique. C'est plus les mêmes efforts qu'il faut faire. Donc et pour ça, il y a besoin de volonté politique, certes, mais de compétences. Et on a un petit sujet sur la formation et sur l'attractivité des métiers qui sont totalement méconnus. On n'a pas d'image à quoi ressemble un data scientist. À quoi ressemble un géomaticien? C'est des métiers de niche, c'est des métiers qui explosent, dont on a besoin maintenant énormément, sauf que il y a 5 ans, quand il aurait fallu les chercher au bac pour commencer à les former, on n'y était pas encore. Donc on avait, depuis 2017, avec le rapport avec Cédric Villani qu'on avait fait sur l'intelligence artificielle, on avait déjà lancé l'alerte en disant il faut des formations hybrides. C'est-à-dire qu'on prend les gens en cours de cursus, quoi qu'ils fassent, et on rajoute de la techno, on rajoute les notions de algorithmie, de gestion de données, parce que finalement tous les métiers se transforment vers ça. Donc il y a les purs ingénieurs dont on a besoin, et ça on en forme, mais on n'en forme pas assez vu le volume nécessaire aujourd'hui. Et puis il y a tous les autres métiers connexes qui ont besoin d'avoir une notion d'ingénierie, une notion de mathématiques, une notion d'algorithmie. Et ça, l'enseignement supérieur a eu beaucoup de mal d'hybrider. On ne sait pas faire de l'hybride. On fait du segmenté. On a des formations avec des filières très strictes, très bordées. Chacun son métier, chacun sa science. On ne mélange pas les genres et ainsi de suite. Et ça, c'est culturel. Hein, c'est bêtement culturel. Il faut qu'on tous on prenne la mesure du fait que si on ne se met pas tout de suite en cours de cursus, c'est-à-dire les gens qui ont déjà un bac+2 en licence, en master 1, si on ne rajoute pas un complément de formation, une brique technologique supplémentaire, à un moment donné, on va se retrouver face à un mur. Et qu'est-ce qui se passe quand on manque de compétences sur le territoire ? C'est comme quand on a eu les technologies ou les moteurs de recherche, par exemple, qui sont arrivés d'ailleurs. On est plus souverain. On n'est pas capable de comprendre ce qu'on utilise, comment l'utiliser. Et donc, du coup, on est asservi par ceux qui ont développé la compétence ailleurs. Et donc, cet asservissement, on ne peut pas se le permettre parce que sur certains diagnostics médicaux, c'est pareil. La Covid est la donnée géographique, la donnée médicale. On avait besoin de les faire fusionner immédiatement pour savoir où étaient nos centres, où étaient nos médecins. Parce que géographiquement, c'était extrêmement important puisqu'on a confiné. Et en l'occurrence, c'était une grande galère. Et ça l'est encore aujourd'hui. Ça peut être un autre sujet demain, mais en l'occurrence, on a besoin
que les gens qui font de l'analyse aujourd'hui des circuits de soins puissent comprendre aussi la notion de données géographiques, qu'on traite autrement les choses. Et alors, donc, c'est il faut intéressant qu'on parce avance. que... Oui, pardon, je m'excuse. Comme je vois que le temps tourne, mais donc simplement pour signaler qu'il y a un atelier justement sur la formation en intelligence artificielle avec notamment des enseignants, des chercheurs qui vont essayer de réfléchir ensemble à ces questions-là. Et il y a eu du mouvement, hein. Je veux dire qu'il y a une prise de conscience, mais elle est encore minoritaire. Et pour changer un programme, ça c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, c'est complexe, et c'est dommageable parce que du coup, les fuites de cerveau sont aussi, c'est aussi lié au fait qu'ils ne trouvent pas la réponse chez eux de ce qu'ils aimeraient voir apparaître, ce sur quoi ils aimeraient travailler. Et puis il y a aussi les financements. Là où il y a un enjeu, et là pour le coup c'est un enjeu de politique, c'est que quand vous sortez d'une formation et vous souhaitez faire de la recherche, on va dire ton périmètre c'est ça. Et la personne dit moi j'aimerais bien un petit peu étirer mon périmètre pour pouvoir justement faire rentrer des notions supplémentaires. Et on reste quand même, on lui dit oui mais ton budget il concerne ce périmètre particulier ou ceci ou cela. Donc on a des carcans à faire sauter, et ça c'est culturellement qu'on arrivera à le faire en avançant vers quelque chose de beaucoup plus horizontal en fait. Il faut qu'on mélange les disciplines, et il faut qu'on rende l'État presque plateforme en fait, qui donne la possibilité de faire, qui facilite les choses, mais qui ne bride pas les capacités pour que l'innovation puisse apparaître, parce que c'est comme ça que ça arrivera. Alors, je vois que l'heure tourne. Il nous reste 8 minutes. Je vais dire un mot sur l'ARS. Pendant la crise Covid, il y a eu un truc incroyable. L'ARS n'a filé aucune information aux mairies. C'est-à-dire que moi, sur mon territoire communal, je ne savais pas s'il y avait des gens qui étaient contaminés, je ne savais pas s'il y avait des gens qui étaient malades. Et inévitablement, je l'apprenais soit par la presse, soit par la rumeur. Voilà. Et quand on s'est rapproché de l'ARS en leur disant, écoutez, donnez-nous au moins les chiffres, on ne vous demande pas les noms. Encore que les noms, honnêtement, quand on est maire, on a les noms de tout. Parce que l'état civil, c'est nous qui sommes en charge de ça. Donc on sait bien ce qui se passe, et le niveau d'information qu'on a sur notre commune, il est extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi, l'ARS a fait de la rétention d'informations. Alors à la fois on nous disait, vous élus, c'est vachement bien, les maires des petites communes, vous êtes au premier rang, vous faites le boulot. On ne faisait pas le boulot, on ne foutait rien. On foutait rien. Enfin, moi j'ai fait un seul truc, j'ai fait une bodega clandestine pour soutenir le moral des troupes. C'est le seul moyen de faire quelque chose. Arrête d'être fier de ta bodega de clandestine. Non, mais en réalité, je pense qu'ils ne les avaient pas. Question. Pas tout, en tout cas. Moi, j'ai vu, par exemple, la difficulté qu'on avait à rassembler les données des décès en hôpital, décès en EHPAD, décès à domicile. On avait les hôpitaux. Les hôpitaux remontent les informations, ils ont un circuit court, donc ça va. Mais au-delà, dès qu'il a fallu élargir, là, ça devenait... les EHPAD, par exemple, ça a été un très très long moment. Et à domicile, on l'a rajouté presque à la fin de l'été. Alors, on va prendre des questions dans la salle. Oui, toujours une question. Alors, je vois qu'il y a des opérateurs publics qui récupèrent la donnée personnelle. On a entendu Enedis avec Linky, on a entendu le projet DIAMS avec la qualité de l'air, etc. Donc, il y a déjà des opérateurs qui récupèrent en étant, je dirais, conformes à la RGPD. Et là, je m'adresse à Madame la députée. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelque chose à faire pour récupérer de la donnée personnelle anonymisée auprès des opérateurs privés qui utilisent nos infrastructures? Je dis, bon, tout le monde pense à Google, etc., avec les données Waze, mais aussi Kizio, aussi, qui a plein de données. Et est-ce qu'on ne pourrait pas obliger ces sociétés à reverser à la collectivité de la donnée anonymisée? C'est l'objet du DSA, la directive Services Act, qui va arriver donc au niveau européen, parce qu'effectivement la question s'est posée de désigner les données détenues par les opérateurs hors UE, qui les partagent que peu. Après, ils les partagent. Il faut se dire qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle, par exemple, qui est développée en France, elle est entraînée sur les bases de données, les bibliothèques américaines, parce qu'il n'y a pas suffisamment de bases de données en France. Donc, il y a un partage qu'ils font, mais ils le font selon leur gré, en fonction de ce qu'ils ont envie de partager. Et en l'occurrence, l'objet
l'un des objets de la future directive sur les services numériques européens, directive européenne. Elle aura pour objet de désigner certains jeux de données comme infrastructure essentielle et donc au service public, donc c'est-à-dire disponible pour tous. Mais c'est un grand débat et on espère de le voir en 2022, ce texte transposé en 2022, début 2023 en France. Oui, bonjour. Alors, Yessine pour l'AFNEG, l'Association fédérative nationale des étudiants et étudiantes en géographie. Je voulais juste rebondir sur vos propos, Madame la députée. Vous avez souligné justement les besoins en formation et aussi les besoins de communiquer sur les métiers de la géomatique. C'est vrai, et on a besoin aussi d'aller plus loin sur ça. Moi, par exemple, j'ai fait une licence en CMI, cursus master ingénierie, et j'ai eu la possibilité d'avoir plus de cours sur la géomatique et des cours supplémentaires. Mais aujourd'hui, c'est des formations qui se comptent sur les doigts d'une main, c'est très récent. Et donc, il faudrait qu'on aille plus loin sur ça. Il y a aussi tout ce besoin sur la communication. Comme vous l'avez dit, c'est très peu connu aujourd'hui, la géomatique et les métiers aussi de data scientist et à quoi ça représente. Et on a ce besoin, nous, d'aller vers les étudiants à l'université, de leur présenter ça, mais dès le lycée aussi, de les orienter. Donc voilà, je vais juste en profiter pour faire un peu la pub. Nous, du 27 au 28 novembre, on fait un salon des métiers et on espère qu'il y aura le plus d'intervenants possible. Vous pouvez nous contacter pour participer et pour présenter ça aux universités, mais on aimerait aussi aller plus loin sur ça et voilà, orienter aussi au niveau du lycée et tout. Et voilà, c'est juste ce que je voulais souligner. Bravo, je t'aime. Mais effectivement, l'attractivité, elle passe par le fait de connaître les métiers et puis la féminisation. Aujourd'hui, il faut se dire tout ce qui concerne un petit peu les technologies, un petit peu les métiers du technique. On a une sous-représentation de femmes et donc à un moment donné, si on veut augmenter en volume le nombre de compétences, on est obligé d'aller chercher l'autre moitié de la population parce que sinon, on peut pas les garçons ne se multiplient pas comme des petits pains, donc il y aura pas plus de garçons qui iront vers ces métiers-là. Ils sont déjà quasi au max. Il faut diversifier. Il y a beaucoup de diversité à chercher, mais féminiser obligatoirement. Il faut féminiser, mais ça veut dire aussi qu'il faut que ces sujets attirent les femmes, et pas que le sujet, que l'organisation, etc. C'est-à-dire que... Oui, mais il faut les rôles modèles, il faut expliquer que sont ces métiers, que c'est pas des métiers de cave avec la capuche ou avec les cheveux roses, que c'est pas obligatoire quand on travaille. Oui, mais regardez, aujourd'hui, vous faites une recherche. Moi, je fais des recherches iconographiques. Aujourd'hui, je fais une recherche, je tape cybersécurité, j'ai que des mecs à capuche devant un clavier. C'est ça, c'est l'image, voilà. Donc il y a du boulot. Hein. Une dernière question. Je sais bien. Oui, par rapport à l'objectif de constituer des bases de données, notamment de points d'intérêt actualisées, complètes, de les rendre accessibles à tous et de faire monter en compétence la population générale, est-ce qu'il n'est pas urgent que les acteurs publics encouragent et accompagnent l'utilisation d'OpenStreetMap ? Alors, c'est quoi OpenStreetMap ? D'une façon générale, des communs, en fait. Des communs, des géocommuns, de l'open source. Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est une option. Et c'est même une méconnaissance de comment est fait le numérique. Et c'est un point important parce que si vous voulez qu'il y ait des gens qui s'emparent de ces sujets, des étudiants, des femmes, il faut rendre visible aussi. Et l'ouverture, c'est une façon de rendre visible. Et faire le choix de l'ouverture, c'est aussi une façon de mutualiser. Là où les financements, l'argent magique, ça a bien 5 minutes, mais ça tombe pas du ciel. Il faut que les acteurs publics soient conscients de ça et qu'ils se mettent ensemble et qu'ils fassent ces choix d'open source, d'open data, de faciliter, de financer parfois avec les écoles, ça se fait avec OpenStreetMap, pour aller cartographier des coins où il y a des trous, où il n'y a pas assez de données. Mais ça, c'est vraiment pour moi, là je parle plus en tant que citoyen, je trouve que c'est une super chose à faire quand on est un acteur public, de travailler sur le bien commun, sur l'intérêt général, sur le service public, et d'avoir en tête que
ben voilà, faisons les choses de façon démocratique si on veut éviter, si on veut garder notre souveraineté numérique. Et faisons le choix de ces communs. Et donc, il y a des initiatives qui existent. Il y a la Fabrique des mobilités, il y aura la Fabrique des géos communs demain. Donc il y a Etalab, le Betagouv, il y a Transport Datagouv, il y a tout un tas d'initiatives qui existent et ces gens-là se parlent. Et petit à petit, la culture, elle avance quand même. Moi, ça fait 8 ans que je suis là-dedans. Ça a changé quand même en 8 ans. Ouais, ça change. Mais ça met du temps. Et ça doit aussi irriguer le secteur privé. Mais si le public pousse et s'il met dans ses appels d'offres, c'est ouvert par défaut, c'est Open Data, OpenStreetMap, géocommun par défaut, bah, il faudra prouver pourquoi je ne veux pas ouvrir, pourquoi je veux que ça soit une boîte noire et que ça soit fermé. Alors, très très vite, parce que nous sommes déjà, ça y est, on est rentré dans le rouge. Donc, un petit mot, Patricia, et un petit mot de la fin, Valéria. Oui, je voulais juste répondre. Effectivement, nous, depuis janvier 2021, nous avons Enedis a un partenariat avec OpenStreetMap, c'est-à-dire qu'on leur fournit en fait les plans de nos réseaux aériens, moyenne tension et basse tension, et la communauté d'OpenStreetMap va nous permettre d'améliorer les informations de nos bases patrimoniales, parce qu'on sait qu'on a des poteaux, parfois on ne sait pas exactement où ils sont, on ne connaît pas le matériel, on ne sait pas si c'est un poteau bois, un poteau béton, on ne sait pas vraiment à quelle hauteur. Et donc on a demandé que la communauté d'OpenStreetMap nous aide à améliorer nos bases patrimoniales et ensuite on le réintégrera dans notre système d'information. Donc c'est un très beau partenariat. Et le mot de la fin pour Valéria. Alors pour conclure, on s'est rendu compte effectivement que les communs étaient importants. On a incité à l'utilisation de comptes, par exemple, au OpenStreetMap. La problématique, c'est la visibilité auprès du grand public. On a numérisé un petit peu en marche forcée et tout le monde, malheureusement, est asservi par l'usage des outils ou des plateformes qui le font dans le privé. Il y a vraiment, même dans le cadre professionnel, on a le réflexe de reprendre les mêmes outils que dans le privé. Et dans le privé, c'est du Google, du Drive, du Facebook, voilà, des choses comme ça. Et il faut vraiment, encore une fois, dire qu'en France, on a des belles choses, qu'on sait faire, que c'est du souverain. Mais ça, il faut le promouvoir, il faut que ça sorte d'ici. Nous, on est le public averti. Vous allez dire... Et même nous qui sommes le public averti, je peux vous dire que hier soir, il y en a quand même un paquet qui ont fini sur Google Maps, dont moi. Donc, le jour où on communiquera tous correctement à l'extérieur sur les communs, sur le fait que ces communs-là sont souverains et que les gens dans la rue, on pourra leur dire OpenStreetMap ou Google, ils auront au moins la notion de quel est le chacun. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui en ont la conscience. Donc, il faut qu'on communique vraiment là-dessus parce que c'est le fameux asservissement. Au début, on n'avait pas l'information, on ne savait pas faire. C'est quelque chose qu'on a pris du retard là-dessus. Et donc, du coup, on avait l'autre qui est arrivé et qui a pris la place qui était vide. Donc, il ne faut plus qu'on laisse de place vide. Voilà un petit peu la conclusion. Merci beaucoup. Plus de place vide, de la sensibilisation. Voilà.